Ah, c'est bon, ça y est, j'attendais le petit rond rouge. Bonsoir à tous, bienvenue. Faut pas que je parle très fort parce qu'on entend l'écho dans la chambre d'à côté. On est là pour un nouveau numéro de Culture Club Sandwich avec moi ce soir. Fred n'est pas là, donc c'est moi qui anime. À mes côtés, on a Sophie, ta mère le micro. Bonjour. Elodie, qu'on ne voit, la femme de l'ombre, mais qui est toujours présente. C'est ça, je suis invisible. C'est ça, c'est Fantomette en fait. Et Mathieu, bonsoir. qui fait son petit retour. Le comeback. Le comeback. Et enfin Olivier qui fait aussi son retour, ça fait un petit moment. Oui, ça fait un petit moment. Je viens juste pour faire la technique, moi. Je voilà. Tu feras Fantôme, le deuxième homme invisible de la... qu'on n'entendra pas Ce cette soir, fois. tu fais Michel en fait. En fait, c'est bien parce qu'avec toi et Elodie, vous êtes complémentaires, quoi. Il y en a un qu'on voit qu'on va pas entendre. Je vais essayer de doubler Elodie, enfin que Elodie me double. Tu feras Quand des elle va choses. parler, moi c'est je les perds. 500 ou les 5 cons, mais il y a un des deux en tout cas. Le club des 5, quoi qu'il arrive. Mais c'est bien, vous Wow. avez la même coupe, Elodie et Olivier, donc on pourra pas C'est trop vrai. vous... et ben c'est parti pour un nouveau numéro. Let's go. Et ce soir, ça va être un numéro très audiovisuel, hein, puisqu'on a pas mal de recommandations et de récaps séries et films. Mais avant tout ça, on va passer aux news, puisque je vais vous parler de ce qui s'est passé dans la semaine. Il y a eu beaucoup d'informations dans la vie de la culture. Et là, normalement, il y a le jingle. Mais je vais le faire avec la bouche. Non, mais il était passé. Titre. Non. Il était passé, hein. Non, pas le jingle des news. Encore. Vous avez oublié mon jingle des news. Non, il est passé, on l'a entendu. Mais, Tu vas vraiment le mettre une troisième fois? Non, il est passé 2 fois même. Mais je suis folle. Je le remets une 3e fois. Ouais, Fred en PLS. mais je vous assure que je ne l'ai pas entendu. Bah t'es sourde, Dans la chambre d'à je côté, te ça dis, chacun a un sens. Tu sais, il y avait Jeanne d'Arc qui entendait des voix, C'est il y a très- Sarah qui n'entend plus les C'est jingles. Alzheimer, je vous jure que c'est Alzheimer, c'est très grave. Donc c'est parti pour les news. Alors j'y vais. Donc côté série télé, la grosse news de la semaine, c'est le retour de Bref pour une saison 2. Mais cette fois chez Disney+. C'est vraiment la grosse guerre entre Canal et Disney. La série de Kian Kojandi va revenir avec plein de guests le 14 février pour la Saint-Valentin. Au casting, on va retrouver Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier, Dora Tillier, ou encore Jonathan Cohen, les mecs de Bloqué, Relsan et Gringe, qui seront tous de la partie, donc certains qui étaient déjà évidemment dans la première saison il y a quelques années. Et cette nouvelle saison va aussi accueillir un paquet de youtubeurs, notamment avec Freddy Gladieux, Mister V, McFly et Carlito, qui sont absolument dans tous les bails possibles et imaginables, ces deux-là, et Magla, qui sont donc annoncés au casting. Donc ça arrive, comme je disais, 14 février sur Disney+, pas sur Canal, et j'imagine que ça va être une exclusivité Disney+. Donc vraiment la grosse guerre. Toujours... Et on sait quel format ça va être parce que en fait le C'est du principe. 30 minutes. Oui, c'est c'est 6 ça. épisodes de 30 minutes cette Ouais. fois-ci. Mais du coup, bref, c'est plus bref quoi. Non. Ça va être ouais, bref. C'est une version longue. Bah, peut-être que maintenant, avec comme on peut accélérer les épisodes, on fera un fois 1,5 et ça ira plus vite. Si c'est nul. Toujours côté annonce, Squid Game sera de retour le 27 juin avec une ultime saison qui va débarquer donc sur Netflix. Là justement d'ailleurs il y a Netflix qui a fait une grosse présentation annuelle le 29 janvier, donc il y a eu pas mal de news, dont notamment des images d'Astérix et Obélix d'Alexandre Astier, plein de petites infos sur des films aussi, et donc évidemment surtout Squid Game. Donc ils ont pas mal enchaîné hein, puisqu'ils nous avaient fait quand même poireauter je crois quasiment un an et demi. Astérix Obélix, Chabat. Chabat, pardon, Astier. Je suis obsédée par Astier en ce moment, que je déteste. Chabat, merci beaucoup. Au moins, il y en a un qui suit. Clap de fin chez Disney+, pour Agatha All Along, la série Marvel, donc diffusée sur la plateforme, n'aura pas de saison 2. Voilà, encore une série Marvel qui a du mal à suivre, parce que je crois qu'ils avaient aussi annoncé She-Hulk, hein, qui était annulée au bout d'une saison. Un peu trop woke, vraisemblablement. Donc ouais, les séries Marvel ont du mal à survivre les coupures chez Disney.
Côté cinéma, Terrifier 4 est en préparation pour le plus grand bonheur des gens chelous. Après le succès retentissant du 3e opus en France et surtout une interdiction moins de 18 qui au final a fait le buzz puisque le film a fait plusieurs centaines de millions d'entrées, le distributeur a annoncé qu'une suite aura bien lieu et explorera les origines d'Art le clown. Voilà, accrochez-vous, ça va encore plus saigner, je pense. C'était vraiment dégueulasse. Blanche Horreur qui va être contente. Ouais, va encore s'amuser celle-ci. Toujours côté cinéma et une autre nouvelle assez fracassante du côté de la chronologie des médias, on en parle forcément depuis plusieurs jours, c'est l'arrivée de Disney+ dans la fenêtre des 9 mois post-sortie, donc ils vont pouvoir sortir leurs films directement sur Disney+ au bout de 9 mois et non plus 17 mois comme c'était le cas avant. C'est une fenêtre qui était jusque-là réservée à Canal+, il y a quelques années, OCS aussi avait le droit de sortir ses films à 9 mois, puisqu'en échange, ils investissent dans le cinéma. Et donc là, le géant américain s'est engagé à s'investir près de 25% de son chiffre d'affaires annuel français dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Et donc pour le grand public, ça veut dire qu'ils vont pouvoir retrouver Deadpool ou encore Alien Romulus dès le mois d'avril sur la plateforme. Je disais en intro, c'est vraiment la guerre entre Canal et Disney en ce moment et tous les jours, il y a des grosses news qui tombent comme ça. En tout cas, on peut que se réjouir Enfin, moi, personnellement, je peux que me réjouir d'un arrêt de monopole de Canal+, sur la fenêtre. Le fait qu'il y ait quand même un investissement majeur dans le secteur, ça fera aussi quand même du bien. Puis pour le consommateur, c'est quand même toujours bien d'avoir aussi accès à des contenus autrement qu'à travers Canal. Après, il Ça faut fait aussi... chier Bolloré, c'est cool. Pas si ça, je pense que ça se vaut honnêtement, hein. Mais c'est vraiment la peste ou le choléra. Ouais, puis je pense que Bolloré s'en fout un peu, mais ça fait plus chier Maxime Sada. Mais moi, aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut pas, comme tu as dit, c'est en échange d'un investissement assez lourd dans le cinéma français. Donc c'est pas du tout comme beaucoup de gens peuvent le dire sur les réseaux sociaux et notamment sur un réseau social qui commence par Ligne et qui finit par Lin. T'aurais pu dire qu'il commence par Link et qui finit par In, mais non, tu t'es dit je vais me compliquer la tâche. Je vais le faire à la française. J'aime bien me compliquer la tâche. Et donc, ce n'est pas du tout la chute de la chronologie des médias. Et en plus, cette chronologie des médias que visiblement tous ces gens veulent voir tomber, en fait, sans cette chronologie des médias, il n'y aurait pas eu d'investissement de Disney dans le cinéma français. Ouais. Donc c'est grâce à cette chronologie des médias, sans elle, en fait, Disney, ils auraient dit, on s'en fout, on met les films quand on veut, mais sans rien donner en retour. Donc voilà, ça. C'est une chanson des To Be Free, ça. Oui, c'est exactement ça. Et comme quoi, les To Be Free étaient vraiment très Partir un jour et avant-gardistes sans retour. Voilà, moi, ça me vous rappelle l'avez dans la tête Minicam. pour les 6 prochains mois. Mais oui, après, de toute façon, c'est un engagement en face. Et après, c'est sûr que là, avec tout ce que les plateformes font, avec les originals, etc., il y a quand même déjà pas mal d'investissements. C'est intéressant de se dire que oui, là, ils sont engagés. Et ça ouvre aussi surtout la porte à ce que d'autres plateformes puissent aussi casser cette fenêtre de 17 mois, puisque un Netflix qui pourrait aussi s'engager à investir une partie de son chiffre d'affaires, ou même Max, ce qu'ils le font. Mais Netflix, il l'avait déjà fait il y a quelques années, avant que ce soit la grosse promotion, et c'est comme ça qu'on avait eu droit à Marseille. Ouais, ils avaient déjà réduit. Oh, c'était bien Marseille. Oh là là, ouais, c'était génial. Et c'était drôle, franchement. Oui, mais je crois que c'était pas le but d'être drôle. Ah ouais, mais ça, après, moi, je pense qu'il y a... Hein. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, Netflix et Max dépendent aussi beaucoup de Canal. Puisqu'ils ont des accords de diffusion avec eux en direct, ils sont dans des packages, etc. Donc et Disney, je pense que une des raisons pour lesquelles aussi ils ont quitté Canal, c'est qu'ils étaient en égo avec les professionnels du cinéma pour dealer cet accord. Bon, en tout cas à suivre, mais on peut que être content d'avoir un petit peu de thunes des Américains chez nous. Toujours côté plateforme, dernière news côté cinéma, c'est des nouvelles du Frankenstein de Del Toro qui sortira donc bien à l'automne 2025 sur Netflix. Donc la nouvelle adaptation du roman de Mary Shelley, parce qu'il y en a un nombre incalculable, aura droit quand même à une belle distribution côté casting, puisque c'est Oscar Isaac qui va incarner le docteur Victor Frankenstein.
qui sera accompagné de Jacob Elordi, Mia Goth et Christoph Waltz aussi. Donc là, voilà, à voir ce que ça va donner côté... Il y a quelqu'un qui respire extrêmement fort. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas tout ça bien, mais c'est très énervant. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un juste derrière moi, c'est très flippant. Donc voilà, Oscar Isaac, on est toujours content de le voir. Del Toro, on est toujours content de le voir aussi. Je suis très curieuse de cette... Moi, je trouve que c'est un des films que j'attends le plus cette année, donc c'est dommage qu'on ne le voit pas en salle. Il va jouer quoi? Jacob Elordi était dans... Quoi? Un arbre dans la forêt? Je le déteste. Il n'a pas de charisme, je veux dire, une huître a plus de charisme et d'intérêt parce qu'en plus elle fait des perles. Lui, franchement, je ne comprends pas la hype Jacob Elordi. C'est vraiment, enfin, autant je trouve que dans Euphoria il passe. Dans Priscilla, il était pas trop mal quand même, hein, Elvis. Oui, mais quand tu passes à côté, après Austin Butler, je suis désolée, non, en fait. Moi, j'accroche pas. Ouais. On passe au livre. Le festival de la BD d'Angoulême vient de clore sa nouvelle édition, une édition d'ailleurs qui était assez controversée, mais en tout cas ils ont récompensé Anouk Ricard avec leur grand prix pour l'ensemble de sa carrière. Alors Anouk Ricard, c'est très difficile à dire son nom, Anouk Ricard. On dirait qu'on dit un autre Ricard. Un autre Ricard, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez forcément son œuvre. Elle a débuté dans les années 90 dans la BD jeunesse. Elle a d'ailleurs gagné un premier prix pour Couscous Bouzon, justement en 2012. Mais c'est surtout sa série Les Experts qui a été publiée dans Le Monde, qui l'a fait connaître au grand public. Les Experts, c'est l'espèce de petits strips de petits bonhommes qui sont experts et qui t'apprennent à faire tes impôts. Voilà, et vous connaissez forcément... Ah, on a perdu quelqu'un. Vous connaissez forcément ces petits bonhommes-là, puisqu'il y a notamment un des strips hyper connus qui, si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous connaissez, c'est deux petits personnages qui se parlent. Il y en a un qui ressemble à un chien moche et un autre qui ressemble à un canard moche, et qui se disent « Mais tu écris n'importe quoi, en fait !» Et l'autre lui dit « Oui, il faut pas !» Et l'autre lui répond « Ah bah non, il faut un peu réfléchir !» Donc si vous voyez de quoi je parle, voilà, un des mêmes cultes, et c'est l'œuvre d'Anouk Ricard qui vient donc de... recevoir ce grand prix de du festival. Je pense que c'est le truc qu'on utilise à chaque fois que Bayrou parle, non? Oui, c'est le truc qu'on utilise à chaque fois que quelqu'un du gouvernement Macron parle. Voilà. Ça peut aussi s'étendre à Trump et tout, pas mal de gens. Tout, absolument tout. Tout est fini entre nous. Pardon. L'adaptation du livre à Contresens 2 vient de décrocher un nouveau record. Si vous ne connaissez pas ce livre, cette série de livres de Mercedes Ron, donc des livres romantiques ultra sulfureux, qui ont été adaptés en film par Prime, et vraisemblablement, c'est le film le plus vu de l'histoire de Prime Video, en à peine un mois. Donc là, il y a un 3e volet qui est prévu sur... je crois qu'il arrive en mars, un truc comme ça, ou qui arrive là parce que c'est à Contresens Londres. En attendant, la série de livres continue aussi à battre des records, puisque même si on en est à 6 tomes et que le dernier est sorti en 2018, l'autrice continue à en vendre des palettes. Voilà, donc c'est quand même toujours intéressant de voir que les adaptations cartonnent autant côté série ou côté film. Et la dernière news côté livre, c'est surtout pour les fans de Harry Potter. L'éditeur Gallimard organise cette année encore une nuit des livres Harry Potter dans près de 380 librairies en France. Ça aura lieu du 6 au 9 février. Donc il y a plein de kits d'activités, il y a un grand tournoi. Cette année, la thématique, c'est les soins aux créatures magiques. Donc il y a un grand tournoi qui est prévu. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site de Gallimard Jeunesse et notamment la liste des librairies participantes pour en trouver une près de chez vous. Côté jeux vidéo, l'édition 2025 du Speedon, c'est le marathon des speedrunners organisé par Mister MV et non pas Mister V, au profit de Médecins du Monde, aura lieu du 27 février au 2 mars. C'est à Lyon, c'est au centre des congrès de Lyon. Donc pendant près de 75 heures, il y a plein de joueurs qui vont se relayer sur des jeux qui vont des jeux rétro à des jeux modernes pour jouer le plus rapidement possible, puisque c'est le principe du speedrun, et récolter un maximum de dons. Moi, je pratique le speedrun
mais je connais pas le speedrun. Pardon, je m'arrête. C'est parce que je sors de Dry January et que ça fait 2 jours que je picole, je n'en peux plus. En 2024, faut savoir qu'un Américain avait bouclé Zelda Ocarina of Time en 3 minutes 47. Voilà, il a détenu le record du monde le plus rapide et ça s'est passé là-bas, donc c'est vraiment un bel événement qui permet aussi de récolter, comme je disais, des dons pour Médecins du Monde. Toujours côté jeux vidéo, les Pégases 2025, qui sont un peu les Césars du jeu vidéo, viennent d'annoncer leur nomination. La cérémonie de prix aura lieu le 6 mars à Paris pour sa 6e édition, et ils vont récompenser près de 16 catégories qui vont du meilleur premier jeu vidéo à l'excellence narrative, en passant par le meilleur univers sonore, ou encore le meilleur game design. Il y a évidemment une pléthore de jeux nommés, et on va retrouver surtout Prince of Persia Lost Crown et Caravan Sandwich qui ont chacun près de 4 nominations. Donc voilà, à suivre pour voir si effectivement les jeux qui ont été nommés méritent vraiment leur petite statuette, j'imagine qu'ils doivent être de Pégase. Enfin, dernière petite info jeu vidéo, grosse boulette et nouvelle rumeur, un revendeur d'Amérique latine aurait révélé la date de sortie de GTA 6. Sans faire exprès, évidemment, les fans s'emballent. Et du coup, ce serait le 17 septembre 2025, une date qui est symbolique puisque le dernier opus est sorti le 17 septembre 2013. Alors le site en question qui s'appelle Ex-Uruguay, on dirait un site porno uruguayen, mais non, c'est vraiment le site de communication de la plateforme de revente. Apparemment, a dit que c'était un problème de communication, une mauvaise blague que des collègues auraient fait et qui pensaient pas que ça prendrait une telle ampleur, tu m'étonnes. Mais bon, c'était sans compter la ferveur des fans qui ont commencé à échafauder des milliers de théories pour savoir si c'était vraiment le 17 septembre ou pas. Évidemment, c'est bien sûr un des jeux les plus attendus de l'année, donc la moindre petite information se transforme vite en rumeur. Côté musique, les Grammy Awards ont eu lieu hier soir et donc ont sacré plein d'artistes. Hans Zimmer a eu droit à son 5e trophée pour Dune 2. C'est Beyoncé qui repart avec 2 statuettes, avec le meilleur album de l'année et le meilleur album country. Kendrick Lamar, lui, repart avec la chanson de l'année. Et c'est Doechii, je sais pas comment on prononce, qui remporte le meilleur album rap. Mais c'est une année qui sacre aussi les Français. Dont Florian nous a parlé dans ce podcast. Ah oui, trop bien. Et que j'écoute depuis, et c'est vraiment très bien. Et ben voilà, donc elle a gagné le meilleur album rap, c'est pas pour rien, c'est parce que Florian l'avait dit. Et c'est une année, comme je disais, qui sacre aussi les Français, puisque Gojira, Marina Viotti et Victor Lemagne sont repartis avec la meilleure performance métal, et les Français Justice gagnent le meilleur enregistrement de musique électronique pour leur duo avec Tame Impala. Donc voilà, une jolie année. On essaye de retenir plutôt les statuettes que les polémiques, notamment celle de la femme de Kanye West qui est venue nue. Sur le tapis rouge. Voilà. Putain, j'ai pas vu ça. Confiance dans son esthéticienne, mais bravo. Son esthéticienne, dans son corps, dans tout ce que tu veux. Hein. Franchement, elle avait un. Moi, j'ai vu la scène. J'ai vu. Elle avait un manteau de fourrure. J'espère que c'est de la fausse, mais je pense pas. Elle a retiré son manteau. En dessous était à Walp avec un espèce de collant. Ouais. Mais oui. C'est de pire en pire. Écoute, voilà quoi. C'est quelque chose. Côté Eurovision, c'est Louane qui va représenter la France cette année, le concours qui aura lieu en Suisse, à Bâle, le 17 mai, pas de jeu de mots, on va encore une fois tenter de remporter le Grand Prix 48 ans après Marie-Mariam. Louane, elle succède à Slimane qui avait fini quand même à la 4e place l'année dernière. Moi perso, j'y crois pas trop. Hein. Louane, on parlait de charisme d'huître tout à l'heure, c'est un peu... ça pour mais de moi. toute La façon, Moldavie l'Eurovision, seront pour pas là gagner, il cette faut avoir année. des costumes de ouf et tout, et il faut vraiment arriver au 8 millième degré, quoi. Ouais. Ce qui est pas son cas, quoi. Ah oui, Louane, 8 millième degré, elle connaît pas. C'est tout très premier degré. Bon, après, c'est pas forcément que 8 millième degré, parce que les Italiens, là, ils étaient pas forcément... C'était pas leur dit non plus, et ils ont gagné, Ils quoi. prenaient de la coke. Ouais, Ouais, mais eux, ils C'est ont ça volé qu'ils le ont gagné. truc. Ouais, mais ils prenaient de la coke, c'était bien. ouais, c'est vrai. C'est une sorte de déguisement, effectivement. Enfin, dernière Et c'est petite triste parce info. qu'il n'y aura pas la Moldavie non plus. Et oui, j'ai vu qu'ils avaient Mais pas pourquoi il y pu... aura Et pas la la Moldavie, Moldavie Et pourquoi c'est ils n'ont pas triste d'argent. En fait, alors, si tu regardes pas l'Eurovision, c'est normal. La Moldavie, ils sortent toujours des trucs de zinzin, Ouais. mais la Moldavie, ils sont over the top, tu vois, ils sont toujours dans le top 10. Parce Et on qu'ils peut pas sortent faire une toujours des cagnotte trucs de tarés. Et en fait, je crois que cette année, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de trucs suffisamment convaincants et que du coup, ils se retiraient du concours. Ah. Eh ben nous, Voilà. imagine si on faisait ça, on participerait une année sur 10, quoi. Et ça serait peut-être pas plus mal. Hein. C'est vrai. Ouais.
On veut savoir ce que c'est. Eric, la Moldavie. Et du coup, l'Ukraine, est-ce que ce sera sous la Russie pour l'Eurovision? On ne sait pas. D'ici là, j'imagine que oui. C'est parti pour. Trump fait tout pour. Allez, c'est parti. Dernière petite info qui est tombée aujourd'hui, c'est le grand retour d'ACDC en France, puisqu'ils viennent d'annoncer une tournée européenne et donc bien sûr une date au Stade de France le 9 août. Rendez-vous le 10 février à 10h pétante pour l'ouverture de la billetterie pour essayer de choper vos places parce que ça risque d'aller très vite et ça risque d'être très très cher. Et voilà pour les petites news, j'espère que ça vous a plu. Oui. On va passer à Mathieu avec son petit récap de la semaine. Oui, je suis désolée, mon ordinateur va faire du vent, mais si je les branche, vous ne m'entendrez plus parce qu'il va s'éteindre. Qu'est-ce que j'ai vu ces dernières semaines? En mini récap Drag Race, il y a la saison 17 qui a commencé. Elle est pas mal. Ils savent pas comment éliminer des gens, mais il y a du drama. Et ça, j'adore le drama. Surtout que cette saison, il est très très drôle. Aussi, j'ai rattrapé Espagne All Stars, qui a très bien commencé, mais sur 6 épisodes, faire deux bons épisodes, ça ne suffit pas, parce qu'ensuite ils se sont dit, venez, on fait gagner la même drag queen à tous les épisodes pour la saison. Du coup, c'était complètement inintéressant. J'espère que la saison 4, que je n'ai pas encore vue, sera meilleure. Nano Lone Star est revenu et c'était catastrophique, mais il reste un épisode à voir, donc je vais regarder jusqu'au bout, évidemment, car c'est mes bébés les pompiers et bien sûr je les aime beaucoup trop, mais c'est chaotique. C'est où ça déjà C'est sur quelle plateforme? Disney+. Okay. Et les 3 derniers spots de la série ne sont pas encore disponibles, mais ils devraient arriver dans le courant de février, je crois. Ensuite, j'ai vu 2 très 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 bons films dont je vous parlerai peut-être plus tard, qui sont Bird et Je suis toujours là. Je vous invite à aller les voir, ils sont encore au cinéma. Je vais parler de Je suis toujours là dans quelques secondes. Et ben ça tombe super bien. Et Bird était mon top 1 de l'année parce que je l'avais vu au moment de Cannes et c'est vraiment un film que j'ai énormément aimé. Et ben vous voyez, je suis un homme de goût. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai commencé Paradise sur Disney+, avec Sterling K. Brown, qui est une série du créateur de This Is Us et de Galavant. On ne peut plus le dire comme ça. Et je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé, mais j'ai besoin de quelques épisodes de plus. En gros, ça parle du chef de la sécurité du président des États-Unis, qui se retrouve dans la merde parce que le président meurt. Je vous spoil pas beaucoup, c'est dans les 5 premières minutes de la série. Et après, du coup, il va y avoir toute une enquête, etc. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a un petit twist à la fin de l'épisode qui encore augmente les enjeux. C'est très bien joué, mais il y a beaucoup de choses dans la série. Et du coup, il y a des moments qu'on ne sait pas trop sur ce qu'elle veut raconter, mais en tout cas les personnages sont bien écrits et les épisodes sont bien rythmés, donc je vous en reparlerai peut-être plus tard. Voilà, toi c'est ce que j'ai vu ces dernières semaines. J'étais en train de parler, mais évidemment j'étais mutée. C'est pas mal ça. On est d'accord que Paradise c'est avec comment il s'appelle qui était dans X-Men là. C'est aussi avec James Marsden, qui était dans X-Men, qui jouait Cyclope, mais qui jouait surtout dans Sonic le film, et dans Il était une fois, et dans d'autres trucs débiles que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Il fait pas mal de choses un peu débiles, j'ai l'impression, ce garçon. Oui. Mais il a l'air de bien s'amuser. Oui. Voilà. Il était dans Jury Duty. Regardez Jury Duty, c'est trop bien. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, voilà, c'est le dernier truc dans lequel je l'ai vu. Il joue son propre rôle même. Ouais. C'est ça. Bah tiens, écoute, tu gardes la parole, Elodie, puisque c'est à toi de nous parler de ta petite reco de la semaine. Oui, et aujourd'hui, je vais vous plonger dans les coulisses tumultueuses du patinage artistique. Je sais, venant de moi, on ne s'y attend pas, et pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler du film I, Tonya, donc moi, Tonya en français, un biopic complètement barré. C'est un film réalisé par Craig Gillespie et on y retrouve dedans Margot Robbie, qui est probablement dans le film le seul film où je l'ai aimé.
On retrouve aussi Sebastian Stan et Allison Janney. C'est sorti en 2017, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est un film dramatique qui est actuellement disponible sur Max et ça raconte l'histoire vraie de Tonya Harding, une patineuse artistique américaine dont la carrière a été marquée par un scandale que même moi qui en a rien à foutre du patinage, j'en ai entendu parler, puisque ce scandale implique l'agression de sa rivale Nancy Kerrigan. Elle s'est fait péter les genoux, voilà, pour le dire simplement. Et en fait, le film va reposer carrément sur les épaules de Margot Robbie, qui, là, pour le coup, elle offre une interprétation assez magistrale de Tonya Harding, où elle aussi, entre vulnérabilité et détermination, et franchement, je la trouve fabuleuse dedans, ce qui n'est pas le cas de tous les autres rôles où je l'ai vue. Bref, on a aussi donc Allison Janney qui joue le rôle de Lavona Golden, la mère toxique de Tonya, que tu as envie de lui foutre des parpaings dans la gueule à chaque fois que tu la vois. Mais faut avouer que Allison Janney elle fait une performance absolument glaçante et fantastique et très sarcastique. Performance qui lui a valu un Oscar. Donc c'est que je suis pas trop à côté de la plaque. Et Sebastian Stan, eh bien lui, il joue Jeff Gillooly, qui a un nom un peu rigolo, mais c'est une grosse ordure. Lui, il doit rendre crédible un personnage qui est quand même assez complexe, puisqu'il est à la fois un peu le goofy, maladroit, mais c'est un mec en fait hyper manipulateur qui profite de Tonya Harding et qui va bien se foutre de sa gueule. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film ? Déjà parce qu'on a une superbe réalisation de Craig Gillespie. On a beaucoup de plans séquences sur la glace. Donc si vous aimez le petit patinage artistique, c'est assez joli à regarder. Mais en fait, on a un montage qui est assez original. En fait, c'est ponctué d'interviews fictives. En fait, c'est monté comme un documentaire. Sauf que même si c'est adapté de faits réels, c'est totalement fictif. Et on a quand même des personnages qui sont assez loin dans leur manière d'être, qui sont assez loin de la vérité quand même. Mais l'ensemble fonctionne très très bien. On a aussi une bande-son qui est absolument fantastique, où on retrouve des classiques des années 80 et 90, donc vous allez bouger votre boule devant ce film. Et puis ça joue un petit peu sur la nostalgie quand même, et puis ça replace dans une époque. Faut pas passer non plus sur les points faibles du film parce que effectivement, comme je disais, en fait, on a des scènes qui peuvent paraître un peu trop caricaturales et les personnages sont vraiment caricaturaux, quoi. Ils ont poussé les potards à fond, mais c'est ce qui rend aussi le film drôle parce qu'il se veut drôle. C'est pas uniquement un drame où on revient sur un fait divers. C'est drôle, c'est un peu cringe, mais on a des personnages qui sont vraiment over the top, quoi. Et on a un ton qui est aussi entre la comédie noire et le drame. Ça peut déstabiliser si vous savez pas à quoi vous attendre au départ. Mais si vous aimez un petit peu le grain de folie, franchement, c'est une petite pépite. Et puis, ça parle pas que de patinage artistique parce qu'on va explorer aussi des thèmes comme la résilience face à l'adversité, l'influence toxique de la famille, et ça, il y a de quoi faire, et surtout la recherche de l'acceptation. On va aussi suivre la cruauté des médias qui ont suivi l'affaire et la montée de Tonya Harding dans le sport. Et puis surtout, leur pouvoir aux médias de façonner, voire de détruire des vies, parce que c'est un peu ça qui pousse au crime, on va dire. Donc si vous aimez les histoires vraies et les portraits de personnages assez complexes, je pense que le film va vous plaire. C'est assez quand même accessible et c'est assez engageant. Voilà, et puis si vous n'avez pas trop entendu parler de cette affaire, c'est une porte d'entrée. C'est sûr que ça va pas raconter tout. Il faut pas s'attendre à non plus un film qui va revenir dans les moindres détails avec une véracité absolue sur les faits. Mais c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui seraient peut-être trop jeunes pour avoir connu ce fait divers. Et puis, on a quand même un casting qui est assez exceptionnel. Ça laisse pas indifférent, donc c'est une œuvre qui est assez puissante. Et comme je disais, donc c'est disponible sur Max, ça dure à peu près 2 heures. Et c'est vraiment un petit bijou, je vous le recommande. Super. Et il y a une transformation physique moi je me rappelle de Margot Robbie qui était quand même hyper intéressante. Un peu comme beaucoup de films un peu biopiques comme ça où tu ouais, elle passe de redneck à patineuse toute mimi. Ouais, c'est assez ouf. Mais moi, je trouve qu'il y a... Vas-y. Non, vas-y. Non, moi je trouve qu'il y a juste un truc qui est dommage sur Margot Robbie, c'est que il y a un moment où Tonya, on la voit quand elle est gamine, elle a 14 ans, et c'est Margot Robbie qui la joue, et je trouve que ça, c'est un miscast total. Elle aurait dû être castée pour avoir une jeune Tonya Harding, parce que là, je trouve qu'à vouloir trop en faire, à vouloir trop faire de Margot Robbie,
Moi, à ce moment-là, ça m'a sorti du film et je me Mais suis dit, surtout qu'elle était déjà c'est jeune, en trop. fait. Elle était déjà jeune quand elle a pris le rôle. Donc, en fait, entre la elle de là et la elle de 14 ans, bah, ça n'a pas vraiment de différence, Hmm. quoi. Ouais, c'est clair. Génial. Dispo du coup sur Max. Bah écoute, justement, Sophie, tu vas nous parler d'un film dont tu veux nous parler depuis plusieurs semaines, mais on va enfin pouvoir en parler. Creation of the L'Invincible! Gods 2. C'était mon attente de l'année et putain de bordel de merde. Quel bonheur. Franchement, c'était complètement zinzin. Alors, on est d'accord qu'il n'est C'est... pas encore sorti en salle en France. Alors, il est sorti en avant-première, il y a eu quelques avant-premières ce week-end et normalement, il devrait sortir fin février. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai pu aller le voir en avant-première dans un pâté. Première fois que j'allais dans un pâté au passage. Très bien, il n'y a rien à dire. Donc, Creation of the God, partie 2, c'est The Demon Force. Donc déjà, rien que ça, on est content. Donc c'est toujours réalisé par Wu Ershan. Alors, d'avance, s'il y a des personnes asiatiques ou qui parlent chinois, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Je fais comme je peux. On est directement au début du film. Ce qui est bien, c'est que le film, il n'a pas le temps de te dire un précédemment dans Creation of the Gods. T'es directement dans le truc avec une bataille. Le film, il n'a pas le temps, en fait. T'as 2h24 de film où ça se tabasse. Il y a des combats en un contre un. T'as des démons, t'as des géants, t'as des chevaux, moitié cheval, moitié dragon qui crache du feu. T'as une armée de zombies larves. Tu quoi d'autre? C'est zinzin, vraiment. Et je, j'attendais énormément de ce Des film. grosses, grosses larves ou des... Non, en fait, si tu veux, le truc, c'est bon, c'est pas un gros spoiler. Il fait tomber une espèce d'amphore où il y a plein de larves dessus, des larves, des mille pattes et tout. Ça tombe sur les soldats, ça les bouffe et ça les fait se relever. Et puis en fait, si tu veux, tu vois tout leur visage, ça grouille. Il faut aimer, Ouais, c'est faut, dommage qu'on faut n'y ait pas pas craindre. pensé avant quand même, hein. Au Moyen-Âge, ça aurait fait fureur, ça, quand même. Et franchement, franchement, ça marche très bien. Donc, Creation of the Gods, c'est quoi à la base? Donc ça va être une trilogie qui reprend en fait l'investiture des dieux. L'investiture des dieux, c'est un roman historique et fantastique chinois qui date de fin 16e, début 17e siècle. Donc c'est pas nouveau. Et ça relate la lutte entre le dernier roi de la dynastie Shang et le fondateur de la dynastie Zhou. Zhou, on va dire Zhou. C'est un truc en 100 chapitres, donc autant vous dire que il y a matière. Et je saurais pas vraiment vous résumer le truc. C'est juste il y a un mec dans le premier qui va buter son père et son frère et son fils pour prendre le pouvoir et devenir roi. Il est aidé par une femme qui est en fait un démon renard et qui va l'aider en fait à accéder au pouvoir et qui du coup va faire en sorte qu'il bute un peu tous ses ennemis et tous les gens qui sont pas d'accord avec lui. Cet acteur, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est Fei Xiang. Au passage, c'est un mec de 64 ans qui est gaulé de ouf. C'est vraiment, tu regardes le film, le mec il est fit, il a la petite tablette de 6, il est un peu taquin aussi avec ses tétons. Franchement, t'es ok, en plus, moi ça me va. Euh, la musique est vachement bien, un peu des fois un peu décalée, comme dans un jeu un peu bourré où il se passe pas grand-chose, mais tout d'un coup, tu un truc super épique, tu te dis: «Putain, il va y avoir du bordel, c'est trop bien». En fait, non, ils vont juste passer à cheval. Mais c'est généreux. C'est vraiment ce film, c'est l'allégorie du: «Il m'en reste un peu, je vous le mets». Tu crois que ça va se calmer, mais en fait non, il t'en remet et puis en fait, des fois, tu te retrouves à rigoler parce que, dans l'armée des «méchants», entre guillemets, tu des géants, donc ils sont très, très grands et il y en a un moment qui se volait son épée et tu le vois, il court, il galère et tout, mais il est tout boudeur et puis il est super gros et grand et tout. Puis moi, dans ma tête, j'étais: «Oh non, on m'a encore volé mon épée, c'est fâcheux». Et vraiment, je rigolais toute seule. Il y a des très belles scènes de bataille, très belles scènes de combat et c'est ce que je disais à mon mec quand on a vu le film. Les Chinois filment super bien ce genre de truc, je veux dire. Euh, tu sens qu'il y a moins de moyens que chez Marvel et pourtant c'était largement plus visible que la dernière bataille de Endgame. Il y a,
tu vois que les acteurs, en plus, ils s'amusent, qu'ils sont contents d'être là. C'est hyper. Enfin, tu sens que c'est bon enfant, c'est vraiment très, très, très bien fait. Et puis, du coup, bah, maintenant, on attend le, le, le troisième, euh, le troisième opus qui, normalement, devrait sortir début d'année prochaine. On va voir ça parce que apparemment le premier, alors je crois qu'il avait fait un des meilleurs démarrages en Chine, apparemment était un peu en dessous de ce que voulaient les studios. Donc du coup là ils ont sorti le deuxième, ils l'ont sorti en France, enfin il va sortir en France aussi. Mais voilà, pour le 3 on ne sait pas encore. Ouais, et puis même, En tout cas, c'est un distributeur différent, c'est une sortie un peu plus confidentielle là pour la France. bah, en fait, quand j'ai pris mes places, j'ai réservé quand j'ai vu l'avant-première parce que je voulais vraiment pas rater, je voulais vraiment le voir. Et j'étais dans une petite salle et j'ai reçu un mail de Pathé qui me disait, ben, en fait, vous allez passer dans une salle plus grande. Et en fin de compte, la salle n'était pas immense. Enfin, elle était assez grande quand même, mais elle n'était pas pleine, loin de là. Je pense qu'on devait être quatre blancs. Tout le reste, c'était tous des Chinois qui étaient à fond et tout. Donc, c'était assez rigolo. Et ce qui est très marrant, c'est que quand le film se termine, donc tu as le générique qui commence et en haut à gauche, tu as un resté après le générique, on a 3 scènes post-générique. Et t'es genre, mais Ouais, donc ok. ils ont régalé tout le monde, quoi. Ah ouais, non, mais c'est la régalade. C'est vraiment, enfin, et en plus, ça t'amène vraiment bah, la suite. Ce qui est bien aussi, et ce que j'ai vachement apprécié, c'est au niveau des effets spéciaux. Je trouve qu'il y a enfin, encore une fois, je pense qu'il y a largement moins de moyens qu'à Hollywood, mais il y a quand même beaucoup de qualité. C'est vraiment vachement bien fait, sauf un truc. T'as un mec, c'est une espèce, comment dire? C'est une espèce de docteur Manhattan, un peu sous acide. Et en fait, c'est un mec avec un, un dessous de corps normal, il y a deux jambes et voilà. Sauf qu'il a trois troncs. Et putain, c'est moche. Ah, c'est moche. Mais en même temps, à chaque fois que tu le vois, t'es content parce qu'il est badass et en même temps, tu rigoles parce qu'il est dégueulasse. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir quand il sort fin février, honnêtement, allez-y parce que vous allez passer 2 heures et demie de film. Vous Ouais, allez pas j'allais te vous dire combien de ennuyer. temps ça dure. Alors, il dure, si je dis pas de bêtises, il dure 2h24 à peu près. Sachant que voilà, il faut bien rester vraiment jusqu'au bout du générique parce que voilà, les trois scènes, les trois scènes post-générique sont quand même hyper importantes. Mais franchement, j'ai vu le film, la séance était à 20h30, alors ça a commencé vers 20h45, 21h, bah, le temps que le film, enfin, qu'il n'y ait plus les bandes annonces. Et d'ailleurs, pas merci Pathé pour la bande-annonce des Tuches en Angleterre. J'avais envie de crever. C'était une horreur. Enfin, j'avais jamais rien vu des Tuches. J'ai vu une bande-annonce, j'ai dit ok, je veux mourir. Là, Ouais, maintenant, ça va faire tuez-moi. des millions Oui, d'entrées, hein. et bah au moins tu n'as pas vu la séquence au JT de 20h de TF1. Et moi je me la suis tapée et c'était horriblement gênant. C'est une. Non, Oui, mais mais à la enfin, limite, voilà, la séquence aux 20h de TF1, tu peux zapper. Alors que quand t'es au Cinoche, un peu tu peux plus relou. gueuler. Ouais. Tu peux Et tu fermer te mets à les yeux hurler et faire parce qu'on t'entend plus vite. Je Tu vas refuse. te prendre du popcorn, mais bon. Mais ouais, du coup, le film dure. Moi, je suis pas. Donc, la séance était à 20h30, on est sorti, c'était 23h30. Honnêtement, j'ai rien senti passer, quoi. C'est passé super vite. Titre. C'est Titre. cadeau. Ça passe vraiment très vite et voilà, c'est vraiment super bien. C'était mon attente pour l'année. Bon, ça fait chier parce qu'on est le 3 février, j'ai plus d'attente maintenant. Ah, Mais voilà, aucun regret. on passe direct à 2026. Allez, j'aimerais bien. Mais vraiment, Ah non, c'est laissez-nous au moins un incroyable. peu de soleil, un peu de printemps, un peu d'été, là. Vous êtes sérieux? Stop l'hiver. Oh, ok. Donc voilà, allez-y si vous le pouvez, ce sera vraiment très très cool. À la Creation of the Gods 2. Et donc, du coup, ça sort, tu m'as dit, pardon, le 12? Non, Fin fin février, février. normalement. Ok. On va passer au récap d'Olivier, qui a quelques petites choses à nous raconter, côté ciné, je crois. Ouais, je vais commencer d'abord par un petit livre que je suis en train de finir, qui est un livre en fait que je savais absolument pas de quoi ça parlait puisque le résumé dans la quatrième de couverture n'était qu'un extrait du livre. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi on faisait ça. Mais
Et en fait, c'est un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres, que j'ai pris parce que c'était Marcel Aimé qui l'avait écrit, que j'avais jamais lu de Marcel Aimé. Et donc, j'ai décidé de lire ce bouquin qui s'appelle Uranus et qui m'a plutôt... je t'ai T'as vu, dit Anus. J'ai vu les yeux de Sophie. Je l'ai pensé à l'anglaise, Your Anus, c'est bon, bah voilà, c'est fini. Mais ça pourrait être le titre du film, du livre. Et en fait, j'étais très surpris parce que je m'attendais pas du tout à lire ça. Et en fait, ça raconte l'histoire de la France post Deuxième Guerre mondiale, vue un peu par le prisme d'un petit village de français moyens et en fait où globalement tout le monde a à peu près collaboré avec les nazis et donc quasiment tout le village se retrouve accusé de collaboration et soit exécuté soit en fuite et en fait c'est assez étonnant c'est un bouquin qui est très qui a beaucoup de second degré, qui est très ironique et qui montre un petit peu toute la médiocrité en fait des personnes en temps de guerre et après-guerre, où on voit finalement la cruauté de ceux qui tuent d'autres gens supposés collaborationnistes sans autre forme de procès et à côté de ça, on a les collabos qui, eux, ne comprennent absolument pas pourquoi on leur en veut, alors qu'ils avaient l'impression d'avoir fait des choses tout à fait normales. Voilà, donc tout le monde est tout le monde est médiocre. Pardon. Tout le monde est médiocre dans ce village, de ce petit village français, et voilà, ça donne un livre qui est assez qui est assez savoureux à lire et qui finalement aborde un sujet qu'on aborde très peu, qui est effectivement qu'est-ce qu'on a fait des collabos après la guerre, voilà. Donc je trouvais le sujet à la fois très intéressant et à la fois le traitement très ironique, plutôt marrant. Donc voilà, je vous conseille Uranus. Ça a été une très bonne surprise pour moi. Et sinon, je vais vous parler de Mathieu, ton anus n'est pas une très bonne surprise pour moi. Et sinon, je vais vous parler d'un film qui c'est pas du tout la même chose et pas du tout le même. Quoique finalement, on parle de dictature, donc. Mon anus n'est pas une dictature, je ne te permets pas. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de comment est ton anus. Je préfère le dire. J'ai cru que ça allait partir sur autre chose. On peut peut-être reprendre les recos. Oui. Non, on va enchaîner là. Donc, je vais vous parler d'un film, d'un des seuls films que j'ai eu le temps de voir au mois de janvier. Donc, et il se trouve que ce film m'a fait beaucoup pleurer dans la salle de cinéma. C'est un film qui s'appelle, donc, comme l'a dit Mathieu, Je suis toujours là, qui est un film de Walter Salles, qui est un réalisateur brésilien que j'aime beaucoup et qui s'était un peu perdu ces dernières années et que je suis très content de voir revenir au premier plan. Et c'est un film en fait qui raconte, qui se passe pendant la dictature militaire au Brésil dans les années 70 et qui raconte l'histoire alors en premier lieu d'un député brésilien qui s'appelle Rubens Paiva, qui a toujours été contre la prise du pouvoir par les militaires et qui l'a toujours dit, qui est un grand humaniste, qui est un grand philosophe à sa manière, enfin, qui tient un foyer où tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, où les gens viennent pour discuter, voilà. Ils ont une maison juste à côté de la plage de Copacabana et c'est une maison qui est ouverte absolument à tout le monde. Et sauf qu'un jour, ce député, il se fait
Alors, il est plus député à l'époque, au moment de la dictature. C'est un ex-député. Sauf qu'un jour, il se fait arrêter. On ne sait pas pourquoi. On lui dit que ça va juste être pour la nuit. Et puis, sauf qu'en fait, ça va durer des mois. Et en fait, il va complètement disparaître. Et à partir de là, le film suit le personnage de sa femme, qui s'appelle Eunice Paiva, qui va en fait essayer de comprendre ce qu'est devenu son mari, qui va s'apercevoir qu'il a été tué par les militaires, sauf que les militaires ne l'assument pas. Et donc, en fait, tout le reste du film va être le combat de cette femme pour faire reconnaître la mort de son mari par les militaires sous la dictature. Et en même temps, en parallèle, c'est aussi comment elle va réussir à tenir son foyer, comment elle va réussir à tenir sur ses épaules toute sa famille, et en même temps à développer un humanisme qu'elle va notamment utiliser quand elle va devenir avocate bien plus tard. Voilà, c'est un film qui montre exactement ce qu'était la dictature militaire au Brésil dans les années 70. Et c'est une dictature qui est un peu spéciale puisque le Brésil restait un pays touristique. Donc il se passe des choses horribles à côté. Et à côté, on voit que le pays reste un pays touristique. Et on voit des gens sur les plages, on voit des gens qui s'amusent, on voit des gens qui sortent, on voit des gens qui... Donc de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de dictature. Et en fait, tout se fait en sous-main, tout se fait dans le dos, tout se fait de manière cachée. Et voilà, donc Walter Salers, il nous rappelle à travers ce film ce que c'est que réellement vivre en dictature. Ce qui est quand même très important dans une période où l'autoritarisme et ses idéologies nauséabondes se répandent comme une traînée de poudre un petit peu partout dans nos pays, et où certains se disent « Oh, finalement, une petite dictature, c'est pas si grave que ça ». En fait, on s'aperçoit que les répressions, elles touchent tout le monde pour des raisons totalement arbitraires, sans qu'il y ait de... En fait, au moindre soupçon, tu te fais arrêter et tu risques de disparaître pour toujours et de laisser ta famille. Donc voilà, le film est servi par un casting absolument impeccable. C'est un film qui est vraiment à fleur de peau, qui est tourné de manière très douce, malgré le sujet, avec une grande finesse, une grande pudeur. Et vraiment, c'est... En fait, toute la tension du film se trouve en fait dans le fait d'ignorer ce qu'il est advenu de ce Rubens Pavia. On est comme sa famille, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors c'est une histoire vraie. Moi, je ne connaissais pas l'histoire, donc forcément, je ne savais pas ce qui lui était réellement arrivé. Je ne savais pas quel allait être le point final de l'histoire, mais bon, évidemment, ceux qui connaissent l'histoire vraie vont pas être surpris de ce point de vue-là, mais je trouve que c'est un joli portrait de femme, c'est un joli portrait d'une société qui se bat contre une idéologie pourrie. Et surtout, je pense que Walter Salles, quand il a commencé sur le projet, je pense qu'on était en plein dans la période Bolsonaro, et Bolsonaro, il répétait à qui voulait l'entendre que la dictature, finalement, c'était la meilleure période du Brésil, que on était très bien sous la dictature et qu'il fallait absolument revenir en dictature. Et je pense que pour lui, pour tous les gens qui ont connu ce Rubens Pavia, pour tous les gens qui ont connu cette Eunice Pavia, ça devait être très 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 difficile à entendre ses propos. Donc, et pour tous ceux qui ont connu des gens qui ont disparu pendant cette période-là, sauf que pendant Bolsonaro, on les entendait pas. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui se finit en plus des années plus tard. C'est une sorte de fresque qui se passe sur plusieurs années. Et voilà, c'est un film qui m'a déchiré. Je trouve la fin absolument magnifique. La fin parle du souvenir, parle du fait qu'il faut constamment rappeler ces choses-là, que les gens disparaissent, mais qu'il faut entretenir leur combat, qu'il faut entretenir leur mémoire,
Et voilà, je trouve que Walter Sellers le fait très bien, entretenir la mémoire de cette femme remarquable. Et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller le voir. Je trouve que actuellement, ça prend une résonance fondamentale, quoi. Donc, vraiment, allez voir Je suis toujours là. Il est au cinéma depuis un petit bout de temps maintenant, donc je suis pas sûr qu'il soit encore dans beaucoup de salles, mais essayez de le faire vivre, c'est un film qui mérite. Je plus sois, il est incroyable. Bien. Je vais faire un petit récap. Juste avant de faire un récap, il y a une breaking news qui vient de tomber. Deadline vient d'annoncer la suite de Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar. Pardon Et Quoi et attendez, finisse la saison 6, putain. le projet derrière, c'est réalisé par Chloé Zhao, qui est une très grosse fan de Buffy. Toute l'équipe... Qui est une femme. Qui est une fan déjà, mais qui est surtout une fan de Buffy. Toute l'équipe de production Et qui est initiale... une très bonne réalisatrice, surtout. Bien sûr. Je disais, l'équipe de prod initiale reviendrait évidemment, sauf Joss Whedon. Sarah Michelle Gellar serait productrice exécutive sur la série, ce qui est quand même plutôt très bon signe parce qu'elle a quand même refusé pendant des années le moindre reboot, le moindre truc, parce que en fait, elle trouve que la série est parfaite comme elle est. Et il y a aussi Dolly Parton qui est encore derrière le projet, puisque Dolly Parton, avec sa société Parton Wood, je crois, était aussi derrière Attends. Buffy contre les vampires. Dolly Parton. Oui, Dolly Parton. Tu savais pas que Dolly Parton était derrière elle était derrière le film et la série aussi, je crois. Alors, je te rappelle que j'ai toujours pas fini la saison 6, hein, donc... Ouais, $100, pardon, $100, c'est pas Parton Wood. Donc, c'est une... Honnêtement, je suis désolée, mais pendant le récap d'Olivier, j'étais en train d'hyperventiler. Parce que j'ai vu ça. C'est assez hallucinant, grosse news. C'est pas parce que je disais des trucs super intéressants. C'était super intéressant, mais là, pardon, hein, mais une annonce comme ça sur la suite de Buffy avec Sarah Michelle Gellar et Chloé Zhao, alors là... mais incroyable. La news de... Alors du coup, c'est un pilote qui serait commandé... ouais, c'est un pilote qui serait... Au passage, allez voir No Man's Land de Chloé Zhao, c'est fabuleux. C'est un pilote qui est commandé chez... Comment il s'appelle, Hulu. Donc voilà. T'allais dire quoi, Sophie? Ils ont annoncé déjà d'autres gens du casting j'ai pas l'impression. Pour l'instant, c'est vraiment juste l'équipe de production. Attends, je regarde. Mais je ne crois pas. C'est un article. Plus d'Alex. C'est un article de Deadline. Pas forcément, parce que Alex, il sort quand même. Il est au bord de la cure de désintox. Tous les... Ouais, j'avoue. Donc je suis pas sûre. Mais peut-être par contre Spike, parce que lui pour le coup il cherche du taf et il continue à vivre. Ou Angel. Ou Angel, hein, franchement. Mais pas Riley. Non. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle si c'est fait intelligemment, avec une bonne équipe de production. Ça prendrait la suite du coup du Buffyverse, n'importe quoi, de Buffyverse. Voilà. Je passe à mon récap rapide. Je voulais parler de quoi? On a terminé The Man on the Inside avec Ted Danson sur Netflix, que j'ai trouvé trop chouchou. Vraiment, petite série d'espionnage. Le pitch très rapido, c'était Ted Danson qui est retraité depuis peu, qui est veuf puisque sa femme vient juste de mourir de complications de la maladie d'Alzheimer, qui se fait contacter par une détective privée pour faire une enquête au sein d'une espèce de maison de retraite un peu fancy, où il va du coup rentrer pour essayer de trouver le voleur d'un collier d'une des résidentes. C'est hyper beau, c'est hyper doux, c'est hyper drôle. Franchement, c'est une série ultra feel good. Moi, j'ai beaucoup pleuré. C'est une série hyper intéressante aussi sur la vieillesse, sur la solitude, sur la maladie, sur la démence, voilà. Et c'est vraiment un petit bijou à regarder sur Netflix. Et après, côté cinéma, j'ai un petit peu rattrapé là, quelques films, pas suffisamment, mais j'ai vu Mémoire d'un escargot ce week-end, que j'ai absolument adoré. Mémoire d'un escargot, c'est par le même réalisateur que Max et Marie. J'ai oublié son nom. Marianne Max.
C'est aussi déprimant ou pas? Adam, Parce que Adam Marie et Elliott, Max, c'est très déprimant. C'est encore plus déprimant, je Ouais, pense. c'est encore Ah, plus déprimant que Marie and Max, parce que c'est vraiment... Qui est un chef-d'œuvre, Marianne Max, hein, vraiment. Enfin, Ouais, oui, mais très déprimant. Voilà, clairement, c'est la chialade du début à la fin, quoi. Mais c'est très beau, c'est vraiment très très beau. Et pareil, c'est un peu... c'est hyper intéressant, bien sûr, le sous-message sur la solitude, la maladie, la vieillesse. et c'était déjà la même chose dans Marianne Max, c'est que il trouve toujours le moyen de désamorcer des choses très dures. C'est-à-dire qu'il va te faire un truc très dur et derrière, il va te faire la petite blague ou la petite idée de réalisation qui fait que tout d'un coup, ça va relativiser tout. Et c'est ce qui fait que ça passe. C'est vraiment sur un fil. On pourrait se trancher les veines à la fin, au milieu du film, mais non, parce qu'il y a toujours un petit truc qui fait que tout d'un coup c'est drôle et que t'es en train de chialer, mais t'as quand même le rire qui sort, quoi. Moi je trouve ça, je trouve ça très intelligent de ce point de vue-là. Ouais. Et autre film que j'ai vu aussi, c'est Un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Je connaissais pas grand-chose de Bob Dylan, j'avoue, avec par quelques chansons. J'attendais un peu Chalamet au tournant, et puis en fait, c'était un bon film, honnêtement. Lui, il est très très bon dedans. J'ai chialé à la première chanson, je m'y attendais pas, voilà. Et après, bon, j'imagine que pour ceux qui connaissent la vie incroyable de Bob Dylan, il y a certainement des choses sur lesquelles il aurait fallu peut-être mettre plus l'accent, notamment son engagement politique. Là, on parle aussi pas mal des histoires d'amour, etc., qui sont pas forcément des histoires qui retournent la tête, quoi. Donc, bon, c'était En un peu... fait, Vas-y. Ouais, je pense que par exemple tout l'engagement politique de Bob Dylan n'est pas du tout le sujet du film en fait. Pour le coup c'est un autre sujet et c'est tiré d'un livre qui s'appelle Dylan Get Electrified, qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film qui raconte le passage de Bob Dylan de la musique folk acoustique à la musique électrique, au rock électrique. Donc fondamentalement, le sujet du film, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans beaucoup de films de Mangold, et moi, c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans ce qu'il fait, c'est qu'il y a toujours cet aspect de choc des générations entre une ancienne génération qui veut que les choses restent comme elles sont et une nouvelle génération qui veut tout faire exploser, mais qui a quand même du respect pour l'ancienne génération. Et c'est exactement ce qu'on retrouve là, et c'est exactement le sujet qu'il y a entre Dylan, qui est interprété par Timothée Chalamet, et Pete Seeger, qui est interprété par Edward Norton, qui est excellentissime. Et ça, en ça, c'est intéressant. Effectivement, les histoires d'amour sont d'une banalité sans nom, et on s'en fout un peu, et ça prend un peu trop de place dans le film. Mais... Et c'est un peu long. C'est le seul point négatif aussi que je retiendrai. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long sur certains... Ça dure 2h20, je crois. Franchement... Oui, en fait, c'est vraiment toute la partie histoire d'amour qui est... moment, tu la coupes, ça change rien, parce que ça ne change rien à la fin. Et en fait, effectivement, c'est ça qui rallonge inutilement le film, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est en salle en ce moment, les deux. Privilégiez quand même Mémoire d'un escargot si vous avez envie de... voir un beau film. Parfait inconnu, ça se regarde, c'est bien. Chalamet est bon, voilà. Mais plutôt Mémoire d'un escargot. On va passer à la reco de Mathieu qui va clôturer ce numéro du podcast. Oui, j'espère que mon ordi, encore une fois, ne va pas trop faire trop de bruit, mais devrait s'arrêter. Moi, j'ai commencé un monument de la télévision, parce que j'en ai eu marre que Disney Plus ne le mette pas en ligne alors qu'ils ont les droits. Je parle bien évidemment de The Golden Girls, ou Les Craquantes en français, mais on va dire les Golden Girls ici. C'est une série qui a commencé sa diffusion en 1985. Autant vous dire que je n'étais pas née. Et il y a 7... Mais t'es né, bah ton problème, écoute. Oui. Mais je pense pas que tu l'aies vu en 1985 non plus.
Non, Bon, bah alors, ça va. Il y a 7 saisons, il y a 180 épisodes. Alors, en une semaine, je n'ai pas vu les 180 épisodes, mais j'en ai vu une vingtaine quand même, qui font 26 minutes. De quoi, qu'est-ce que ça cause ? C'est tout bête, c'est une sitcom comme on en a vu 20 000, qui met en scène 4 petites vieilles qui s'appellent Dorothy, Blanche, Rose et Sophia. Qui vivent toutes en colocation dans une belle maison à Miami, et on va suivre leur histoire d'amitié, d'amour, de cul beaucoup, leurs peines de cœur, etc., leurs problèmes au travail, leurs problèmes de santé, voilà, enfin chaque épisode a son petit thème, et vraiment, je m'attendais à avoir une dinguerie, mais à ce point-là, non. Enfin, c'est quand même incroyable. La série date de 1985, donc je suis pas très fort en maths, mais elle a beaucoup d'années. Et 40 ans cette année. Voilà, 40 ans cette année. Et elle n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que j'ai zappé sur NRJ12 la même semaine et je suis tombé sur la saison 6 de Big Bang Theory. C'est pas le même délire, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune blague qui sont à côté, tout est drôle, vraiment, je me pète des barres, mais mes voisins deviennent fous, parce que je regarde ça à 3h du matin, 20 fois par épisode, donc belle perf. Les personnages sont posés dès l'épisode 1, donc on a Dorothy qui est un peu la chef du groupe, qui est super sarcastique, qui a toujours le bon mot au bon moment pour faire rire, mais qui est très droite dans ses bottes et en même temps qui est là pour un peu protéger ses amis. On a Blanche, c'est la propriétaire des lieux, c'est la plus délurée du groupe. Elle a un mec par épisode, voire 3, et elle adore ça. Et nous aussi, on adore ça, parce que ces histoires de cul sont hilarantes. Après, on a Rose, qui est la plus naïve du groupe, celle qui a toujours des anecdotes rocambolesques sur son petit village perdu au fin fond des États-Unis, où le médecin du village était aussi le vétérinaire. Voilà, ce genre de choses. Et enfin, on a Sophia, qui est la plus âgée et la mère de Dorothy. Et là, c'est la mama italienne qui vient de Sicile. Et pareil, elle a toujours des grandes anecdotes où elle commence par Sicile, 1938. Et on ne sait jamais si ces histoires sont inventées ou pas, mais elles sont aussi toujours très très drôles. Pour l'instant, il y a peu de personnages secondaires parce qu'ils ne reviennent pas trop. Je ne sais pas si ça sera le cas par la suite. Mais voilà, le quatuor fonctionne extrêmement bien. Il y a une dynamique de groupe folle. Les tenues sont trop bien. Je comprends pourquoi c'est une série iconique de la pop culture gay, parce que c'est très homosexuel. Mais est-ce que tu penses que c'est une inspiration de Sex and the City et de tu toutes sais les quoi autres séries féminines je pense que oui, mais surtout, j'ai vu la saison 1 de Sex and the City il y a quelques années et je n'ai pas du tout aimé. Et je trouve que même si c'est une série qui a marqué son époque et qui est hyper importante, elle a beaucoup vieilli dans ce qu'elle raconte, alors que là, pas du tout en fait, parce que ça se met pas dans une époque et ça parle avec beaucoup de justesse des sujets. Sur 20 épisodes, il y en a juste un qui m'a pas du tout fait rire. Mais au moins, quand t'as un épisode qui est pourri, c'est vraiment tout l'épisode qui est pourri et tu passes au suivant. Et voilà. Et là, la façon dont on parle de sexe, même on parle de bisexualité, on parle d'homosexualité, on parle de qu'est-ce que c'est d'avoir une sexualité quand on est une personne âgée, etc. Et c'est à la fois toujours très drôle, mais très pertinent. Elle n'hésite pas à avoir des épisodes plus politiques où elle parle de la fin de vie assistée, du VIH, etc. Et c'est toujours très 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 juste. Donc en fait, je suis sûr que je vais m'enfiler les 7 saisons à une vitesse folle parce que c'est génial. Et les 4 actrices sont malheureusement décédées, mais il faut citer leurs noms parce qu'elles sont incroyables. Donc Béatrice Arthur, Rose McClanahan, Betty White et Estelle Getty, vous êtes mes nouvelles icônes. Je veux que vous m'adoptiez tous les jours et qu'on boit des martinis et des trucs, des boissons pas très January ensemble. Voilà. Ok.
Je crois qu'il les a Les déjà. speedrums. Bon, bah Et du coup, super. c'est disponible nulle part par chez nous? Oui, j'allais dire. Eh bien non, bien sûr. Vous pouvez acheter les DVD qui doivent pas être trop chers, mais moi j'en ai eu trop marre d'attendre. Ou alors vous m'envoyez un DM et on s'organise un truc. Une viewing party de Golden Girls. C'est ça dont Oh là je veux là. parler. Oui, exactement. Tea Oh bah avec Bon. grand plaisir. Hein. Eh bah oui, alors on a fait le tour, on avait quand même pas mal de choses, entre Golden Girls, I, Tonya, Creation of the Gods, les récaps séries aussi, ciné, Uranus. Est-ce qu'on se laisse et surtout, pardon, la seule news importante de ce podcast, c'est quand même la suite de Buffy contre les vampires. Pardon, je pense que on va laisser le live partir dans les internets et vous reverrez ma tête au moment où je lis la news. Je pense que c'est assez priceless parce que j'ai vraiment gasp littéralement physiquement quoi. Merci à tous d'avoir été là avec ce temps pourri. Mais on s'en fout, on est à l'intérieur, je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, j'ai un. Il fait beau en plus là aujourd'hui. Je suis Regarde, C'est fatiguée. vraiment le seul jour où il fait beau. Tu dis, il fait le temps pourri. Le beau soleil qu'on a dans la Non, pièce. c'est Je pas bon, n'ai- ça va jamais je n'ai sorti de pas la vu, journée je suis autrement. pas sortie de la journée, j'ai bossé toute la Moi non plus, journée. mais j'ai quand même vu le. Mais ouais. J'ai des fenêtres. Ouais, désolée, c'est la fatigue, c'est l'émotion de Buffy. Merci à tous les 4, les auditeurs, les poditeurs, passez une bonne semaine, passez une bonne journée, une bonne soirée. Suivez-nous sur les réseaux Une sociaux. bonne écoute. Suivez-nous sur Blue Sky. Désactivez-vous de X. Suivez-nous sur Blue Sky, sur TikTok, sur Instagram, partout. Envoyez-nous des petits mots d'amour, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, gros bisous et surtout, bonne journée.